m'appelle Jacques Aubergy, je suis né à Marseille, dont je suis parti et revenu, après avoir vécu une bonne vingtaine d'années, un peu en Espagne et beaucoup en Amérique latine, et surtout au Mexique, où j'ai vécu 12 ans. C'est d'ailleurs là que ce virus de la littérature et d'y faire quelque chose m'est tombé, je ne sais pas où, mais tombé quelque part. Il y a un coupable, semi-coupable, qui est l'écrivain Paco Ignacio Taibodos, qui m'a presque forcé à traduire un texte d'un autre écrivain, et comme un exercice, comme une aventure, comme un jeu, c'est plutôt son genre. Et lorsque j'ai fini, il m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit c'est exceptionnel, et je te remercie, c'est fascinant, mais c'est atroce aussi, et je me demande, enfin je ne pourrais pas traduire quelque chose qui ne me plaît pas, que j'aime pas. Et il m'a dit, avec son humour habituel, écoute, tu n'as pas le choix, sois éditeur. Je dois reconnaître, il m'a dit tout de suite, non, ne fais pas ça, mais je l'ai fait. Donc voilà, donc j'ai commencé à traduire un auteur mexicain qui s'appelait, il est décédé, Juan Hernández Luna, mais qui est d'actualité parce que Sébastien Rutès, qui est un écrivain français, vient de publier chez Albin Michel, à partir des romans de la rentrée, un livre qu'ils avaient commencé à quatre mains et qui n'a pas été terminé puisqu'il est décédé. Lui, il a terminé, et Sébastien l'a terminé tout seul. Sébastien, qui est d'ailleurs le seul français que j'ai publié et qui m'a fait faire quelque chose que je peux dire parce que c'est une préface, parce que je suis un maniaque de la préface, j'en parlerai plus tard, mais de la vraie préface, hein, pas de l'argumentaire de vente, de l'introduction en quelque sorte, par Paco, puisque Sébastien est un universitaire qui a fait sa thèse sur l'œuvre de Paco Taibo. Et on avait demandé à Taibo de faire la préface de ce livre complètement franco-français, le premier roman qui se passe à la fin du 19e siècle en France, milieu anarchiste, Oscar Wilde mise en scène. Et bon, il n'a pas lu puisqu'il ne lit pas le français, Taibo, mais il en avait tellement entendu parler, ils en avaient tellement entendu parler qu'on l'a un peu titillé, enfin un peu plus, et finalement il a accepté, il a fait la préface qui commence d'ailleurs en disant on me proposait c'est la chose la plus obscène qu'on m'ait jamais proposé de préfacer un livre que je n'avais pas lu. Mais finalement, voilà. Donc, et Taibo, ça a continué parce que l'écrivain qui était finalement assez reconnaissant a demandé à Taibo de devenir mon conseiller éditorial. Alors un conseiller éditorial comme Taibo, c'est remarquable parce qu'à l'époque, il est toujours, mais à l'époque, il était encore plus célèbre, notoire en France. Et donc ça m'aidait bien, enfin ça aurait pu m'aider bien, pas tellement que ça, mais finalement ça aurait pu m'aider, mais ce n'est pas de sa faute. Et donc il a accepté. En plus, comme il le dit, c'est d'autant plus confortable qu'il est assesseur, mais pas dictateur. Et effectivement, il ne l'a pas été, parce que j'ai fait plein de livres sans lui demander son avis, ou qui ne lui plaisaient pas forcément. Alors effectivement, avant Taibo, j'avais déjà une passion pour le livre, pour la littérature, plutôt la poésie d'ailleurs, avec de la poésie étrangère plus que française, qui, comme tout bon lycéen, il me barbait un peu quelquefois, sauf les modernes, mais qu'on n'apprenait pas, qu'on n'étudiait pas, qu'on lisait très peu. C'est un peu comme disait Louis ce matin, c'est Prévert qui m'a fait découvrir cette autre poésie française qui n'était pas en alexandrin ni en vers. Et puis, j'ai toujours été entouré à la maison de lectures, de livres, parce qu'on était dans un foyer tout à fait classe moyenne, fonctionnaire, mais qui lisait. À l'époque, les parents lisaient, l'entourage lisait, donc j'ai fait des études normales, lycée, faculté. Et par contre, vocation un peu contrariée, je suis allé vers du droit et sciences politiques, alors que l'attirance était bien sûr l'espagnol. Pour l'espagnol, il y a un lointain héritage d'un grand-père séfarade, né par accident près de Malaga, dans un petit village de la Serranía de Ronda. C'est toujours pareil, ces histoires-là, on n'a que des bribes, donc c'est mon parrain, son fils, qui m'a expliqué que les parents de ce bébé, on est à l'époque de l'affaire Dreyfus, de riches commerçants à Paris, le père tue quelqu'un. Donc j'ai mis ça sur le compte de l'affaire Dreyfus, légitime défense. Et la mère étant enceinte, il fallait trouver un endroit sûr. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est un sujet de roman. Ils sont allés dans le village d'où ils étaient partis 5 siècles avant. Voilà.
Donc un an après, quand les choses se sont calmées, ils sont retournés et ils ont recommencé une vie normale. Et donc mon grand-père est arrivé après à Marseille, puisqu'il y avait une partie de la famille, comme toutes ces familles-là, un peu partout, à Tanger, à Istanbul, à Marseille. Donc c'est la partie marseillaise, puisque l'autre partie est plutôt provençale que marseillaise. Et c'est peut-être la raison de l'attirance pour l'Espagne, puisque ce grand-père que j'ai peu connu parlait le ladino, donc j'avais cette oreille. Ma mère le baragouinait, donc peut-être. Mais bon, je reconnais que lorsque j'ai eu des attirances pour cette hispanité, personne ne m'a jamais contrarié. C'est moi-même qui ai décidé de partir sur le droit. Voilà. Mais d'ailleurs, comme j'ai quelquefois les idées fixes, lorsque j'avais 30 ans et que j'avais pu organiser mon emploi du temps, j'ai fait des études d'espagnol, pas en auditeur libre, à temps complet, d'abord à Aix puis à Montpellier. Et horrible détail, il me manque une UV de latino-américain. Donc je n'ai pas pu avoir la licence. Parce que je n'ai pas eu le temps de la passer, mais mon emploi du temps ne le permettant plus. Je me marie vers les 20 ans, assez jeune. J'ai des enfants et je travaille dans un milieu qui est tout à fait différent de ce que j'avais pensé faire. J'avais commencé à travailler dans l'éducation surveillée. Et puis finalement, je n'ai pas continué. Cette forme de lâcheté avec le temps, c'est des regrets, mais bon. Je suis allé vers ce qu'on appelle, j'aime bien traduire cette expression parce que je trouve qu'elle est assez pittoresque, dans le langage hispanique, l'initiative privée, c'est-à-dire l'entreprise. Et puis ça l'était encore à l'époque. Bon. Et je suis allé dans un truc qui paraît assez incroyable, mais qui paraît assez même pas forcément intéressant, mais où j'ai passé des moments, je retire une expérience extraordinaire qui est la restauration collective. Ouais, oui. La restauration collective, ça vous permet d'être en contact avec des comités d'entreprise. À l'époque, c'était d'ailleurs le principal concurrent, puisqu'il y avait de l'autogestion. Donc je me suis coltiné avec des CE, CGT, FO, etc. Donc ça permet on oublie un peu le business, quoi. Et puis des directeurs de cliniques, des directeurs de collèges privés, puisqu'à l'époque l'éducation nationale ne privatisait pas, etc. Enfin bon, ça a été un métier qui était à l'époque encore très artisanal. C'était pas du tout industriel, donc il a presque fallu que j'apprenne à faire la cuisine pour pouvoir manager. Donc ça a été une expérience. Comme je ne déteste pas manger et préparer à manger, donc ça a été une expérience très intéressante. Évidemment, pendant tout ce temps-là, je continuais à lire, je continuais à hanter les librairies, partout où je me déplaçais, Soran à Montpellier, bon, celles de Marseille, je les écumais toutes. Et puis j'ai commencé compte tenu du fait que j'avais entretenu mon espagnol, j'ai eu la possibilité de prendre un poste à Barcelone. Et donc là, l'intensité hispanique a commencé, quoi. Donc je suis arrivé à Barcelone en septembre 88. Période importante, intéressante, parce que c'est le début de la préparation de l'Olympiade 92 et aussi de l'Expo, etc. Et ça m'a permis, cette préparation, de connaître le sein catalan, l'esprit catalan, qui aujourd'hui est devenu d'actualité, puisque j'ai vécu 4 ans à Barcelone, le siège de l'entreprise étant à Barcelone. J'avais benoîtement imaginé que tous les concurrents étant à Madrid, j'allais pouvoir déplacer le siège à Madrid aussi, mais évidemment, au bout d'un mois, je me suis aperçu que j'allais perdre la moitié, peut-être plus, des clients barcelonais, catalans. Donc je n'ai pas bougé de Barcelone. Et en plus, je me suis aperçu, on est encore en 88, pas très loin de la Movida, mais je me suis aperçu qu'à Barcelone, il y avait une autre Movida, mais à la catalane, c'est-à-dire plus sobre, plus chic, enfin catalane, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette ville que j'ai découverte, qui est une ville méditerranéenne, différente des autres villes méditerranéennes, une ville avec une bourgeoisie éclairée comme je ne crois pas que d'autres villes, peut-être même en Allemagne, en ont ou en aient eu. Enfin, je suis tombé amoureux de cette ville que je ne détestais pas, mais que j'évitais autrefois. Et là, j'ai peut-être, sans le savoir, ça m'arrive souvent, conçu cette envie, ce besoin d'un jour ne plus continuer à faire ce que je faisais pour gagner ma vie, mais de me consacrer au livre. Donc là, j'ai évidemment beaucoup amélioré ma maîtrise de l'espagnol. J'ai un peu d'ailleurs, comme j'ai des origines provençales et que dans ma famille, du côté de mon père, on parlait le provençal. Le provençal, je précise, n'est pas l'occitan. Et que le catalan se parle beaucoup à Barcelone. Naturellement, il m'arrivait de répondre en provençal aux Catalans qui parlaient en catalan, parce que c'est très proche.
ce qui exaspérait les Espagnols, parce que les Espagnols qui étaient depuis 30 ans à Barcelone n'avaient pas de réponse en catalan parce que les Catalans retrouvaient leur accent espagnol. Bon, mais ça fait partie, je crois, des choses qui sont à retenir lorsqu'on veut faire ce genre de métier, d'activité. Et puis un beau jour, on m'a demandé de partir au Mexique parce qu'on avait un directeur général mexicain en fuite, un procès avec Bacardi, et d'aller voir. Alors depuis un an, je faisais des allers-retours permanents sur l'Argentine pour voir la possibilité de développer le marché, l'activité là-bas. Donc j'ai découvert l'Argentine, Buenos Aires surtout, qui est une expérience là aussi extraordinaire. Il y a un écrivain mexicain d'origine italienne qui parle du miracle uruguayen lorsqu'il veut parler des choses qu'on a fantasmées, que l'on a glorifiées dans son esprit, dans son imagination, et lorsqu'on les voit, ça peut être le cas de Venise par exemple, on est déçu parce qu'il y a trop de monde, parce que c'est pas ce qu'on sait. Or Buenos Aires, pour moi, non seulement ça a été ce que j'avais imaginé, mais ça a été mieux encore. Ça a été encore plus beau, ça a été encore plus fort. Il y avait, grâce à un lecteur que j'avais eu à Aix, lorsque je faisais ces études tardives, j'avais découvert ce qu'était le pays, ce qu'était la littérature. Et donc, j'ai eu un véritable flash. Et je pensais m'installer. Mais bon, à l'époque, j'étais un cadre, je suivais ce qu'on me disait de faire. Donc, je suis arrivé au Mexique avec une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a fallu que, pendant 6 mois, on se batte pour faire sortir un pauvre comptable qui était en prison. Donc j'ai connu les prisons mexicaines comme cette brave Française qui a défrayé la chronique un peu de temps, pas dans les mêmes conditions, mais quand même j'ai su ce que c'était. Et on a essayé de faire sortir ce comptable qui était absolument pour rien dans l'affaire, mais qui avait le malheur de signer des factures. Donc j'ai vu effectivement ce que c'était, quoi. C'est assez terrible et c'est en même temps assez... C'est la vie, ça peut être de la littérature. Voilà. Alors là, nouveau déclic, c'est que je découvre ce qu'est l'Amérique latine, je découvre les accents par exemple. Même si je connaissais l'Argentine, si j'étais allé en Argentine, si j'y allais souvent, je m'aperçois qu'il y a une différence culturelle énorme, même si c'est la même langue. D'abord les accents, hein, l'Argentin parle avec un accent, et puis même dans les pays, il y a des accents d'un endroit à l'autre. Et là, et puis il y a l'immensité du continent, parce qu'on parle, enfin c'est l'Amérique, c'est autant l'Amérique que les autres. Et donc l'immensité, puis pas seulement au Mexique, je crois que c'est un peu partout. Je ne connais pas tout à fait partout, tous les pays. Je les connais pas mal, pas comme je connais le Mexique. Mais il y a ce qui m'attire, c'est l'amabilité. L'humanité, l'amabilité des gens, la simplicité. Je parle pas des élites, hein, enfin soi-disant élites, mais je parle des gens qu'on voit tous les jours. En plus, dans ce métier, je suis en contact avec... alors, par exemple, je découvre un truc extraordinaire qui est très sociologiquement typé. En France, j'avais des chefs gérants, c'est-à-dire des chefs de cuisine qui étaient capables de faire des comptes, d'avoir un petit sens commercial. Là, c'est des femmes. C'est des femmes qui sont, qu'on appelle mayora, avec un certain respect, et qui font la cuisine mexicaine, parce que même au siège de Coca-Cola, on fait de la cuisine mexicaine. Le repas typique du midi mexicain. Elles ont une tenue, tout en blanc, avec une coiffe. Et ce sont des maîtresses elles font tourner à tous les sens du mot la maison, la nôtre, c'est notre business, mais aussi la leur, parce que souvent les maris sont partis aux États-Unis ou les ont laissés tomber, elles ont une bonne famille à entretenir, et elles font bouillir la marmite à tous les sens du terme. Et ce sont des maîtresses femmes. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres femmes qui ont su dignifier, donner de la dignité à ces métiers, parce que c'est un vrai métier en fait, ce sont des cuisinières. On pourrait appeler ça, vous savez, c'est un peu comme les mères lyonnaises, quoi, hein, sans peut-être avoir cette dimension gastronomique de la région, mais qui ont vraiment un métier Et là, vraiment, je m'aperçois que j'ai découvert un autre monde, et je me dis, quand tu auras 50 ans, tu t'arrêtes de faire ça et tu vas faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire t'occuper du vivre ou pas vivre. Bon, je pensais que j'arriverais sans avoir des revenus de folie, mais avoir un revenu normal, je pourrais arriver à vivre, surtout là-bas où le coût de la vie est moindre, et tenter une nouvelle expérience, commencer une nouvelle vie.
Bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait parce que comme j'avais 2 enfants, j'ai voulu assurer leurs arrières et donc j'ai négocié mon départ de cette entreprise et j'ai lancé une entreprise de nettoyage industriel, mais très typée, très tranquille, pensant que mes parents, mais parce que c'est beaucoup moins emmerdant que la bouffe, parce qu'il n'y a pas d'intoxication alimentaire, on n'est pas obligé de travailler avec une cuisine pourrie qu'on met à ta disposition, bon, donc voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que mon fils, ça ne l'intéressait pas. Ma fille a fait des brillantes études au Mexique, elle est partie travailler dans la pub aux États-Unis, donc finalement, ça n'a servi à rien. Et en 2003, j'ai commencé à mettre vraiment le pied à l'étrier de façon tout à fait extraordinaire. J'avais un très grand ami qui malheureusement est décédé, qui était un très grand chef de cuisine français, qui avait un très beau restaurant sur la principale avenue de Mexico, Massari, qui de temps en temps m'appelait pour parler de tout et de rien et me faire essayer les nouveaux produits de sa carte. Et puis un beau jour, il me dit j'en ai marre de ces boîtes de communication, je leur demande de faire des événements qui allient la littérature, les arts et la gastronomie. Il m'envoie toujours des machins avec des lasers, des nanas à moitié à poil, enfin bon, on bouche la circulation et c'est pas ça du tout. Et c'était en 2003, centenaire du Goncourt, et je lui dis, mais comme j'aurais pu lui dire autre chose, mais pourquoi tu fais pas un truc genre droit Oh, mais il dit, c'est génial, occupe-toi. Je dis, tu es fou. Oui, tu connais, tu es dans le milieu. Je dis, non, je ne suis pas dans le milieu. Bon. Et il me dit, vas-y, non, occupe-toi. Le lendemain, je rencontre le directeur, secrétaire général des Alliances françaises, hispaniste distingué, très bon copain, gastronome, averti, et je lui raconte ce qui s'était passé la veille. Il m'a dit, attends, mais c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi après-demain, on va voir Alvaro Mutis. Je dois aller voir Alvaro Mutis, viens avec moi. Donc 2 jours après, je me retrouve devant Alvaro Mutis, on discute de tout, même de René Guénon, on boit des tequilas, pas mal. Et puis au bout de 3 heures, Alvaro Mutis dit à mon copain, et pourquoi tu m'as amené ce type mal rasé? J'avais déjà la barbe, c'était pas encore la mode. Et bon, j'attendais qu'il l'explique. Et l'autre, parce que Alvaro Mutis, c'est un type assez impressionnant. Hein. C'est un gars qui n'est pas du tout un universitaire, qui a toujours bossé à côté de son œuvre. Qui était la voix d'Eliot Ness en espagnol, entre autres choses. Enfin bon. Et donc, et l'autre lui dit, ben, il va t'expliquer. Et l'idée, c'était de créer donc un prix littéraire. Mais bon, on est parti. Enfin, alors, je commence à lui dire, ben voilà, on a eu l'idée de faire un prix. Et j'invente au fur et à mesure de faire un prix littéraire comme les prix parisiens, mais sans les turpitudes. J'utilise le mot espagnol d'argot qui dit la même chose. Avec des traducteurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, du côté français, des éditeurs ou des auteurs du côté mexicain, mais ça serait un prix mexicain, et voilà, et bien avec des livres déjà publiés, ce qui n'existe pas en Amérique latine, c'est des concours ou des prix d'éditeurs. Il me regardait, je me disais, il va t'envoyer promener, enfin il va t'envoyer. Et il me dit, très bonne idée, Jacques, très très bonne idée. Tu veux que je sois président du jury? Je dis, oui, bien sûr, enfin, ah ben appelle Annie Morvan, qui est la traductrice, qui était ma traductrice, maintenant la traductrice de Gabo, appelle un tel, et voilà, et puis c'est parti comme ça. Donc on a fait un prix qui s'appelle Antonin Artaud, qu'on avait décidé d'appeler Valérie Larbaud avec Moutis, mais le président du jury qui l'avait nommé a dit non, c'est pas bon, il faut appeler Antonin Artaud. Bon, j'ai trouvé que c'était pour un prix de prose, de fiction, c'était peut-être pas, mais bon, c'est au Mexique, donc on a appelé ça Antonin Artaud. Une fois que ce prix Antonin Artaud a été lancé, donc ce prix Antonin Artaud, ce qu'il a, c'est qu'il a donc effectivement pas de turpitude, écrivain d'un côté, traducteur de l'autre. Je ne l'étais pas encore traducteur, donc je le deviens. Je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce, je dis grâce, pas à cause de Taï, grâce à Taï, parce que je ne regrette pas du tout aujourd'hui d'être traducteur. Je regrette certaines traductions, mais je ne regrette pas d'être traducteur, parce que comme tout, lorsqu'on débute, on fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais on apprend. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une passion. Je trouve que c'est même peut-être plus qu'une passion. C'est quelque chose qui me rapporte, qui pourrait me rapporter, mais qui, moi, ne me rapporte rien, parce que ce que j'économise en ne me payant pas me permet d'éditer. Voilà. Donc je reçois des aides du CNL, je reçois des aides de SUR, qui est le gouvernement. Parce qu'il faut savoir que les gouvernements latino-américains, tout arriérés qui peuvent paraître quelquefois, ont des systèmes d'aide à la traduction d'œuvres de leurs propres auteurs. C'est le cas du Brésil, c'est le cas du Mexique, c'est le cas de l'Argentine.
et qui aide énormément les éditeurs français, enfin ou européens, pour pouvoir publier des auteurs de ces pays-là. Donc j'avais à l'époque, je m'étais pris pas de passion, mais d'intérêt pour le genre noir, le roman noir. En bon marseillais, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est conspué ou qui est, disons, rabaissé, j'ai plutôt tendance à le défendre. Et je trouvais que le genre noir, bon, le genre en général d'ailleurs, hein, il y a des revues en France qui ne veulent pas critiquer le genre. Donc le genre noir, ça me paraissait, avec tous les excès bien sûr, le polar exagéré, etc. Et surtout à Marseille, le polar marseillais qui a été une véritable, enfin, quelque chose de raté complètement, malgré Iso, ou peut-être à cause d'Iso, je ne sais pas. Donc je m'étais pris, Montalbán, Camilleri, tout ça, ça m'intéressait, Marc Harris, et je trouvais que ça valait quand même la peine de défendre cette littérature qui en est une. Mais je voulais en sortir. Et à cette époque-là, Taïbo, c'était du roman noir. Donc quand tu as Taïbo comme conseiller éditorial, dire que tu ne fais pas du noir, c'est compliqué. En plus, bêtement, mais je ne regrette rien, je décide d'appeler la maison d'édition Latinoir. Et je jure, promets, soutiens que ça n'est le mot n'a rien à voir avec noir. Je voulais créer un mot. Mais ça, c'est le respect et la référence à la poésie. Je voulais créer un mot, mais un mot qui puisse vouloir dire quelque chose, mais qui n'existe pas. D'ailleurs, un savant, un homme de culture très important de la région marseillaise m'a soutenu qu'un latinoir existait, et je peux dire qu'en ayant cherché partout, CNRS, enfin le trésor du CNRS, c'est un mot qui n'existe pas, ça ne veut rien dire. Bon. Alors, je voudrais qu'inconsciemment, à ce moment-là, j'avais dans la tête un verbe espagnol, atinar, qui existe, lui, et qui veut dire viser juste, trouver. Ça serait magnifique, mais je ne suis pas sûr que ça soit passé comme ça. Toujours est-il que le mot est sorti. Et donc voilà, j'ai commencé à publier. Alors j'ai commencé comme collection chez une petite maison d'édition qui a eu sa petite heure de célébrité qui s'appelait Les Cahiers du Sud, tout à fait dans la tradition polar, jeu de mots, Les Cahiers du Sud, brillante revue, remarquable et respectable revue culturelle et littéraire à Marseille, de Ballard et Pagnol au début. Et Les Cahiers du Sud, alors c'était Les Cahiers, l'ouvreur d'huîtres, qui pouvait trouver une perle dans un manuscrit, et voilà, du Sud. Et puis, ces gens-là qui étaient très rock'n'roll, avec un catalogue de 130 titres, finalement, un beau jour décident de changer de distribution, et prennent un grossiste local. Et moi, je me dis, avec des traductions, je ne vais jamais m'en tirer, donc j'ai été obligé de trouver un diffuseur, que j'ai trouvé, un petit diffuseur, pas si petit que ça, mais qui n'est pas littéraire. Ça, c'est le problème de la libraire. Oui, les libraires disent ça. C'est un gars qui est très fort. Moi, j'ai fait ça comme libraire, parce que quand tu es petit éditeur, il faut trouver des gens qui puissent faire que tes livres soient partout. Or, c'est un peu compliqué, c'est la cuisine, mais enfin, je vais essayer d'être clair. Un livre, il faut le vendre au libraire, et après, il faut le transporter chez les libraires. Bon, ces gens-là font ce métier. Et ces gens-là ne font que ce métier, parce que souvent, les éditeurs font... et ces gens-là ne font que ce métier. Ils sont très forts en ésotérisme, sérieux et pas sérieux. Et puis, je ne sais jamais comment ça se dit en français, aide personnelle, c'est-à-dire comment surmonter son stress, etc. Bon, ces bouquins-là, qui sont ce que les libraires ne veulent pas avouer, les livres qui vendent le plus, autant l'ésotérisme que le reste. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, parce que, en plus, le Repré de l'époque, non, il est toujours là, c'était un ancien libraire, bon, on avait sympathisé, et j'ai travaillé avec eux, et je travaille toujours avec eux. C'est vrai que mon activité principale, et c'est peut-être le défaut de la maison, c'est que je suis plus traducteur qu'éditeur, et que la traduction, c'est la passion qui m'est tombée dessus, comme j'ai expliqué, et que lorsque je choisis un livre, je ne pense pas au marché, je ne pense pas aux critiques, je pense à moi finalement, je pense au lecteur que j'ai été de ce livre. Il m'est arrivé par 2 fois de m'apercevoir que je n'avais pas été un si bon lecteur que ça, et qu'en traduisant le livre ne me plaisait pas autant que ça. C'est ça la traduction. Ah oui, ça, on en arrive à ça, parce que c'est un métier c'est une activité chirurgicale, c'est une activité où quelquefois l'évanescence, la rapidité, l'instantanéité de la lecture, si je puis dire, ça disparaît, parce que là, on est vraiment... D'autant que moi, j'ai un travail disons, d'autodidacte. Je ne sais pas comment travaillent les traducteurs qui sont formés. Moi, je commence à lire le livre,
Après, je fais une traduction qui est presque de l'interprétariat, de la traduction simultanée, c'est-à-dire comme je suis bilingue. Hein. Et puis je relis ce que j'ai traduit pour corriger, pour qu'il ait une allure française, enfin, de lecture française, en français. Et puis je fais un troisième passage avec le texte original. Et il m'arrive souvent d'ailleurs dans la deuxième lecture de m'apercevoir d'erreurs et de revenir au texte original. Mais je fais toujours un troisième passage avec les deux textes. Et puis, lorsque j'ai fini, j'ai souvent entre 3 voire 20 pages de Word, de ce que j'appelle en espagnol dudas y preguntas, c'est-à-dire des doutes ou des questions que j'ai pour l'auteur. Le traducteur aujourd'hui a une chance extraordinaire, c'est le mail qui lui permet, lorsqu'il a un doute, et je crois que si les traducteurs l'utilisaient plus souvent, ils auraient moins de problèmes avec leurs éditeurs et leurs correcteurs, qui sont souvent redoutables. Et ça, c'est précieux, parce que voilà, ça me permet de... Bon, la traduction, il y a des traités, il y a des thèses, il y a des... Moi, je crois que c'est... Je ne crois pas que tout puisse se traduire, contrairement à ce que beaucoup disent. Je donne toujours... Et puis alors, ma position, elle est très minoritaire, c'est que la meilleure traduction, elle est collective. Évidemment, les traducteurs n'aiment pas entendre ça parce que, comme ils en vivent, et je me mets à leur place, ils préfèrent être seuls. Mais je donne toujours un exemple, la traduction de La disparition, en espagnol, qui s'est fait avec 6 traducteurs. Et c'est une parfaite réussite, à commencer par le changement de la voyelle, ils sont passés du E au A. Et c'est un exemple, à mon avis, à suivre. Et alors, moi, j'ai pas de... Si je commence à voir des jeunes qui sont passionnés par ce métier, je vérifie leur passion, l'authenticité de leur passion, et je travaille un peu comme ça de plus en plus, c'est-à-dire avec ce premier travail, ce travail collectif qui me paraît important, et j'apprends plein de... Parce que on peut avoir la science infuse, on peut avoir une connaissance parfaite de sa langue, on peut avoir une maîtrise parfaite de l'écrit, mais c'est une littérature... c'est de la littérature, c'est une création qui a déjà été faite. Il faut la refaire, mais toujours avec beaucoup de prudence, d'humilité, de précaution. Et moi, je suis toujours paniqué quand j'entends des traducteurs qui disent qu'ils réécrivent. Non, c'est pas possible, on ne peut pas réécrire. On est obligé de garder... Ce qui me paraît le plus important et le plus difficile, c'est le ton. Le sens, c'est finalement... Il y a de très bons traducteurs d'ailleurs qui n'ont pas besoin d'une maîtrise absolue de la langue. Je pense à Gabriel Iaculi qui a traduit Rulfo, il est incapable de parler en espagnol. Je pense à James Ellis, l'excellent écrivain américain qui traduit Kono et qui n'est pas capable de parler en français. Je dois reconnaître que j'ai un peu de la chance, et mon travail, c'est que je lis tous les jours. Il y a encore des critiques littéraires importantes dans beaucoup de journaux, au moins 3 ou 4 journaux quotidiens latino-américains. Página 12, La Jornada, El Espectador en Colombie. Et puis aussi grâce à Twitter, que j'ai découvert très récemment. Et puis alors, ce qui me sauve aussi, c'est que je suis en contact avec des jeunes, des trentenaires. Je ne travaille pas beaucoup avec des gens de mon âge, parce que je vois leur façon d'être. Et ça m'aide énormément. Donc j'ai découvert Twitter, Facebook, je n'ai pas pu y faire. Mais Twitter, c'est précieux. Et donc j'ai beaucoup d'informations. Je travaille beaucoup sur l'information. Je suis un des rares éditeurs, je crois que je suis peut-être le seul éditeur français à travailler avec des agents. Et les agents latino-américains, qui sont presque tous en Espagne, ou quelques-uns d'ailleurs en Allemagne, sont des pourvoyeurs, et qui de temps en temps savent plus ou moins ce que je fais. Alors Juan Villoro, c'est pas compliqué. Juan Villoro, pourquoi je publie Juan Villoro? Juan Villoro, c'est un écrivain que j'adore, c'est un type que je connais, que j'estime beaucoup, qui est tout à fait l'honnête homme latino-américain du XXIe siècle, c'est-à-dire qui est journaliste, dramaturge, qui a été attaché culturel à Berlin au moment de la chute du mur, qui a animé une émission de rock, qui a couvert le mondial de football en France de 98, qui écrit sur le football, mais qui écrit de façon très littéraire sur le football, qui est scénariste, qui a une œuvre de romancier importante et de conteur, nouvelliste. Là, c'est un peu compliqué, puisque les latino-américains utilisent le terme de conte pour parler du texte court, et ils ne font pas forcément la différence avec la nouvelle. Donc Juan, je publiais dans la newsletter des petits papiers qu'il fait de temps en temps sur des thèmes, des sujets, et puis là, il a publié un texte qui me paraît remarquable,
qui est un monologue pour le théâtre et qui est un récit pour la lecture sur le thème de la conférence, de la conférence, de l'art de la conférence, de la pluie, de la relation de la pluie avec la littérature et la poésie, et puis aussi sur l'art de la digression. Et donc ce livre est publié au Mexique il y a 2-3 ans, par une petite maison, elle m'a dit, très intéressante. Et lorsque la metteur en scène s'empare du texte, elle l'adapte. Et donc le texte vit autrement. Juan voit ce texte vivre avec le jeu d'un acteur qui fait d'ailleurs un malheur à Mexico et à New York. Et il le réécrit grâce au jeu de cet acteur. Et donc la nouvelle édition, la nouvelle réécriture, je la publie. Je dis à Juan, est-ce que tu... Il me dit oui, oui. Donc je l'ai publié bilingue parce que je pense que c'est inéluctable. Le livre électronique va arriver, il est déjà là, mais il va arriver de façon quand même plus intensive. Et un des avantages de ce livre électronique, c'est que justement, il peut donner cette dimension obligatoire, à mon avis, qui est de publier dans les 2 langues. Bon, pour les gens qui peuvent lire une seule langue, une des 2 langues, c'est parfait, ou les 2, pourquoi pas. Alors évidemment, ce sont des éditions dans lesquelles il y a d'abord le français et ensuite l'espagnol. C'est pas page à page, parce que c'est un peu fatigant quand on connaît qu'une langue. Voilà. Donc, et je suis, dernière chose, je vais de plus en plus vers ce qui est peut-être suicidaire, vers la forme brève, c'est-à-dire le conte et la microfiction.